Comment vas-tu, mon cher? Ça va bien. Est-ce que Ça tu va me bien? vois bien? Tu m'entends bien? Je te vois bien, je t'entends bien. Toi aussi? Oui, parfait. C'est parfait de ce côté-là. Bon, excellent. Écoute, Christian, je voulais juste revenir à ce qu'on s'était parlé la semaine passée concernant les grandes fraudes du paranormal, parce que on s'était quitté sur le- la fameuse autopsie là, Oui. de l'extraterrestre, puis on s'était laissé sur l'affaire, le truc du Bigfoot. J'aimerais Le revenir truc du là-dessus. Bigfoot. Ben, le Bigfoot, le Sasquatch là, Ouais. qu'on parle, parce que, tu sais, quand on parle de grande fraude du paranormal, puis tout un peu ce qui concerne ces personnages-là, en tout cas les Ouais. mythes de l'époque, est-ce que toi, tu avais. Ça, c'est un peu personnel à moi parce que je me suis toujours posé la question parce qu'à un moment donné, j'ai vu un documentaire qui parlait justement de cette fraude-là aussi concernant le Sasquatch, là, que c'était finalement un gars qui s'était déguisé. Ah, toi, tu parles du film Patterson-Gimlin. Tu parles Ah oui, pas le sujet en général, mais le film Patterson-Gimlin. OK, OK. Puis, donc, ça s'est avéré exact, là. Je veux dire, tout ça, c'était une fraude. Parce En qu'il fait, y a en encore fait, des gens. l'argumentaire qui était proposé ne tient pas vraiment la route, hein. C'est vraiment le fait OK, du puis je suis pas là pour le défendre, le Bigfoot, là. Personnellement, de toi à moi, le Bigfoot, je OK. n'y crois pas. Cela étant dit, les arguments présentés pour dire que c'est une fraude, ben, visiblement, c'était un documentaire qui était orienté. On voulait te faire à croire que ça, c'était le gars dans le costume, dénommé Bob Hieronymus, qui éventuellement avait été payé par Roger Patterson pour porter le costume. Mais ça ne tient pas la route, là. Bon, Ça Bob tient pas le. Hieronymus, qui raconte ça depuis des années, il n'a pas le bon gabarit, il n'a pas la bonne démarche, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Personnellement, je pense que le film est une fraude, mais pour être très honnête avec toi, en 2024, on n'a pas l'argument qui permettrait de dire de manière définitive: «Voilà, c'est une fraude». Objectivement, là, on peut OK. si on ne croit pas au Bigfoot, forcément, c'est une fraude, c'est un type dans un costume. Ouais. Ouais. Mais il y a plusieurs éléments dans cette histoire-là qu'on t'a pas révélé dans le fameux documentaire, hein, comme par exemple, à mon avis, l'élément le plus probable, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est, c'est assez il y a 3 personnes qui sont impliquées dans ce film-là. Il y a Roger Patterson, il y a un type qui l'accompagnait à ce moment-là qui s'appelle Robert Gimlin et il y a le Bigfoot, hein. Bon, ça, c'est les 3 personnes impliquées. Techniquement parlant et tout le monde sont d'accord là-dessus, même les sceptiques sont d'accord pour dire que, Robert Gimlin, faisait pas partie de la fraude, hein. L'argumentaire, c'est de dire: Ouais. «Bob Gimlin est un gars excessivement honnête, tout le monde reconnaît son honnêteté. Donc quand il parle aujourd'hui, il est encore vivant. Donc quand il parle aujourd'hui de cet événement-là, il raconte ce qu'il croit être la vérité. Il marchait OK. sur le bord d'un petit lac à une petite rivière asséchée, Patterson a dit: "Hey, regarde!" Puis là, ils ont vu le Bigfoot, puis et cetera. Mhm. On s'ent Même les sceptiques se disent: «Il est peu vraisemblable que Robert Gimlin ait été impliqué dans la fraude». De leur avis, comme c'est un individu qui était sans tâche, on l'a utilisé, on l'a instrumentalisé pour OK, qu'il devienne OK. la caution morale de Roger Patterson, qui lui n'avait pas une bonne réputation. Roger Patterson, c'était vraiment un magouilleur. C'est un type qui était impliqué. Dès qu'il y avait une pièce à faire, tu es sûr que Roger Patterson était là. Il était là. C'est un crosseur, hein, utilisons OK. l'expression, c'est un crosseur. Donc, s'il était arrivé du jour au lendemain en disant: «Oh, j'ai filmé le Bigfoot», personne ne l'aurait cru. Mais le fait que Bob Gimlin disait: «Oui, j'étais là et je l'ai vu aussi», là, ça Mhm. ajoutait de la crédibilité puisque Bob Gimlin avait une réputation sans tache. Ce qu'on ne nous dit pas dans le documentaire, c'est que les 2 hommes n'avaient rien convenu au moment où s'ils voyaient le Bigfoot, hein, parce que ça se passe dans des conditions particulières, hein. Ils Ouais. sont en forêt pour filmer le Bigfoot, hein, c'est pas par hasard, ils sont là pour filmer le Bigfoot. Donc Roger Patterson a loué une caméra, puis il espère faire un documentaire et faire beaucoup d'argent sur cette histoire-là. Et là, le jour où il voit la créature, il saute, il descend de son cheval, prend sa caméra et court en direction de la créature en pointant sa caméra. Mhm. Il tombe d'ailleurs, il se relève. C'est pour ça que les premières images sont très sautillantes avant qu'il Ouais, ouais, s'arrête. ouais. OK, On ouais, voit la ouais. créature. Il n'avait aucune entente avec Bob Gimlin de comment réagir si ça devait se produire. Or, Robert Gimlin raconte, il dit: «Lorsque j'ai vu la créature qui s'éloignait de Roger Patterson,
Il dit, j'ai commencé à courir avec mon cheval, à galoper avec mon cheval, et j'avais dans un étui une 303 à répétition. Donc, je l'ai sorti, je l'ai craqué et je l'ai braqué en direction du Sasquatch. Mon idée était de tirer sur les arbres, pas sur la créature, mais sur les arbres aux côtés de la créature, pour la OK. forcer à changer de trajectoire, pour revenir vers Roger Patterson, pour lui permettre de la filmer plus longuement. OK. Si toi, tu es le gars dans le costume, là, tu vois un individu qui fonce sur toi avec un cheval qui dégaine une 303, qu'est-ce que tu fais? Tu ôtes ton casque puis tu dis: «Hey, c'est une joke, là. Arrêtez-moi ça tout de suite». La créature ne change même pas de son rythme. Quand elle marche, Bob Gimlin court vers elle. La créature n'augmente pas ne marche pas plus rapidement. Elle se retourne à un moment donné. C'est le fameux frame 352, là, l'image où elle regarde Roger Patterson. OK. Ensuite, elle continue à s'éloigner, disparaît dans la forêt. Elle ne semble pas impressionnée par la manœuvre de Bob Gimlin. Donc, si c'était un individu dans un Ouais. costume, ça ne semble pas fonctionner. La seule autre alternative, c'est que Bob Gimlin faisait partie de la fraude. Malgré qu'il soit un individu que l'on dit sans tâche, etc., il ne faut pas exclure que peut-être qu'éventuellement, il aurait été impliqué dans la fraude. Mais Ouais. s'il était impliqué dans la fraude, pourquoi c'est pas lui qui portait le costume? Ouais, Pourquoi, OK. si ton idée de faire une fraude, pourquoi partager en 3 quand tu peux partager en 2? Parce que de toute façon, sur Ouais. ces images-là, on ne le voit jamais, Bob Gimlin, à aucun moment. Donc, Mhm. pourquoi serait-il resté en retrait de l'image s'il acceptait de participer à une fraude? Pourquoi partager en 3? Je vais porter le costume, puis on fera croire après ça que je n'étais pas là. Mais ce n'est pas ça ce qui s'est passé. Donc, on est dans une situation qui est très difficile à on n'a pas un élément. On voudrait bien est-ce que Bob Gimlin a fait partie de la fraude? Qui était l'individu dans le costume? Comment ça Mhm. fonctionnait? Qui était derrière ça? C'est super intéressant. Ça reste objectivement parlant, si on ne croit pas à l'existence du Bigfoot comme moi, Ouais. c'est clair que c'est pourquoi le film de Roger Patterson est si intéressant parce que depuis, il y a plein d'autres films de Bigfoot, mais toujours à travers des branches qu'on voit pas bien. Ouais. Dans le cas du film de Roger Patterson, il y a que 2 possibilités. Ou Mhm. bien c'est une fraude ou c'est un véritable Sasquatch. Ouais. Il y a pas un entre-deux. Donc, il y a des gens qui l'auraient vu, là, je Ouais, dis c'est de ça. Donc, tu te dis, bon, ben, on est sûr que c'est pas un ours. Donc, si c'est pas un ours, ouais, qu'est-ce que c'est? Tu sais, donc, c'est parce que ça. souvent, il y a des gens qui disent, oui, mais c'est vrai qu'un ours debout, hein, on a déjà vu Ouais. des images Ouais, d'un ouais, ours ouais, ouais. debout Ouais, ouais. qui va marcher sur une courte Ouais. distance. Des gens, peut-être en forêt, ont pu voir, par exemple, un ours sur le bord d'un arbre, debout sur le bord d'un arbre, essayer d'aller chercher des Absolument. insectes dans l'écorce, ou etc. Ouais, ouais, Et ouais, les ouais. gens ont cru à un Bigfoot. Mais dans le Ouais, cas du ouais. film de Roger Patterson, ça ne peut pas être ça. C'est pas un ours, ça, c'est sûr. Donc, ça ne peut être que si tu ne crois pas au Bigfoot, ça ne peut être qu'un individu dans un costume. Ah Mais ouais. si c'est un individu dans un costume, ces gens-là ont fait une fraude qui est tout à fait extraordinaire parce que, Extraordinaire maintenant. oui, parce que l'histoire n'a jamais été éventée. Mmh. Bob Gimlin est le dernier vivant aujourd'hui et il faut savoir que Bob Gimlin n'a jamais vraiment fait de sous avec cette histoire-là. Il l'a même Ah, cédé à un moment donné à la mort de Roger Patterson. On est au début des années 70, parce qu'au moment où il tourne son film, on est en 1967 de mémoire. Il tourne son film en 67. Il décède de mémoire, encore une fois, en 72. Il décède de la maladie d'Hodgkin, un cancer des ganglions. Il n'a jamais refait une fraude comme celle-là, hein. Je veux dire, il n'y a OK. qu'un film, c'est le film de Mmh. Roger Patterson. Et au moment où il décède, c'est son épouse, Patricia Patterson, qui va hériter du droit sur le film. Mais le Aïe, aïe. droit sur le film est très contesté parce qu'il y a 3 individus qui sont impliqués dans le droit sur le film. Dans un premier temps, il y a Roger Patterson, évidemment, c'est lui qui tient la caméra. Il y a Bob Gimlin qui était là, hein, donc il avait accepté de suivre Patterson et il s'était entendu que si éventuellement il filmait un Bigfoot puis qu'il faisait beaucoup d'argent, il se partagerait les profits. Et ensuite, il y a un dénommé Hal Diatley, hein, ça, c'est un nom qui apparaît jamais nulle part, mais Hal Mmh. Diatley est un individu qui était plutôt très aisé, propriétaire de compagnie. C'est le beau-frère de Roger Patterson. Et pour aider sa sœur, hein, parce que bon, il savait que sa sœur s'était mariée avec un raté, hein, n'ayons pas peur des mots, puis souvent elle se retrouvait dans des difficultés financières. Hal Diatley donnait de l'argent, hein, il aidait sa sœur en dessous de la table. Et à quelques reprises, quand Roger Patterson partait sur des idées, moi Ouais. inventer une Et ben nouvelle là, ouais. patente, Ouais.
il le finançait, il donnait un petit peu de sous pour l'aider dans ses entreprises. Dans cette histoire-là du film Patterson-Gimlin, ce que peu de gens savent, c'est que Roger Patterson a loué une caméra. Donc, avant de partir en forêt, il avait besoin de louer une caméra parce qu'il s'est dit, bon, la façon dont il se retrouve en forêt, c'est qu'il lit des articles de Ouais. journaux qui paraissent en septembre 1967 en disant des empreintes de Bigfoot ont été observées dans la région de Blue Creek Mountain, qui se trouve là, dans le forêt, les Six River Forest, là où il va éventuellement tourner son film. Donc, il a dit ça dans le journal. Et il a déjà, hein, il s'intéresse déjà au Bigfoot, hein, il a déjà écrit 1 an ou 2 plus tôt un petit livre, une monographie qui s'intitulait The Abominable Snowman of America Do Really Exist. Hein? Donc, on voit son intérêt. Donc, il avait publié à compte d'auteur cette petite monographie. Et donc, il était intéressé par le sujet. Et quand il entend parler de cette histoire qu'on a vu des empreintes à Blue Creek Mountain, il se dit, tiens, voilà peut-être l'occasion de réaliser un documentaire sur le Bigfoot. Donc, il se rend sur place, il va voir l'endroit où on a filmé les empreintes, donc il filme les empreintes, etc. Il ajoute ça dans son documentaire. Il a avec lui une caméra, comme il n'y a pas beaucoup de sous, hein, c'est un individu vraiment désœuvré, son beau-frère, Al Diatley, lui a avancé quelques centaines de dollars pour qu'il puisse mener cette opération, pour qu'il puisse louer une caméra, qu'il puisse louer des chevaux, parce que les chevaux, ils étaient à dos de cheval, mais c'était les chevaux qui appartenaient à Bob Gimlin, qui avait loué les chevaux à Patterson. Donc, on est dans une situation là, où il y a 3 personnes, 3 parties prenantes dans l'affaire. Quand Roger Patterson décède en 1972, ben, il ne reste que Bob Gimlin et Al Diatley, et là, ça s'enlise dans une espèce de dispute sur des droits d'auteur. La veuve de Patterson veut le film, Al Diatley dit c'est moi qui ai avancé l'argent. Puis éventuellement, Bob Gimlin dit ah ben gardez-le, je m'en sac complètement, puis merci, bonsoir. Encore une fois, on s'est dit si ce type-là avait été impliqué dans la fraude, je ne pense pas qu'il s'en serait lavé les mains aussi aisément que ça. Non seulement il ne s'en serait pas lavé les mains, mais il se serait retiré avec compensation. Il aurait demandé soit à la veuve de Patterson ou à Al Diatley de lui donner un certain montant d'argent, sans quoi il allait révéler la fraude, ce qui n'a pas été fait. Il s'est retiré de. D'ailleurs, dans l'histoire qui parle, un film qui s'intitulait les 5 ou les 10 meilleures fraudes, là, on le voyait, le film Patterson. On nous présente le gars, Bob Hieronymus, qui dit c'est moi qui portais le costume, je connaissais Patterson, etc. Ce qui est vrai, hein, c'est une connaissance de Patterson. Mais il y a déjà un élément qui devrait nous faire allumer une lumière. Hein. Il dit, dans ce reportage-là, il dit Roger Patterson m'avait promis 1 000 $ si je portais le costume. Fait qu'il dit, j'ai fabriqué le costume et je me suis rendu là-bas, j'ai mis le costume et là, finalement, j'ai fait ma prestation. Et dans ce qu'il dit, ben, Bob Gimlin n'est pas au courant de la fraude. C'est curieux, quand Bob Gimlin a braqué sur lui une carabine, il n'a pas pensé d'enlever son chapeau. C'est un gars courageux quand même, ce Bob Hieronymus. Mais il dit, bon, j'ai porté le costume. Et il ajoute dans le documentaire, et ça c'est l'élément, c'est la grosse lumière rouge avec la sirène, quand il dit, je n'ai jamais été payé. Roger Patterson ne m'a jamais payé. Oh, moi, là, si je t'engage, toi, pour faire une fraude, la première personne, le premier 1 000 $ que m'obtenir, m'a te le verser à toi parce que tu es celui qui peut faire écrouler mon château de cartes. Exactement. La première chose, le premier 1 000 $ que Roger Patterson aurait fait en faisant de l'argent avec le film, c'est de payer immédiatement Bob Hieronymus parce qu'une indiscrétion de Bob Hieronymus, soudainement, ça prenait ma poule aux yeux d'or. Quand Bob Hieronymus dit Roger Patterson ne m'a jamais payé. Tu n'as jamais payé, puis tu as attendu 40 ans avant de révéler la fraude. Tu voyais dans les journaux, tu voyais à la télé des documentaires sur le Bigfoot, tu voyais ce film-là te mettant en vedette de manière anonyme, et pas une seule fois tu as pensé d'appeler Roger Patterson pour dire « Hey, gars, si tu ne me payes pas, là, je vais révéler que c'était moi qui étais dans le dessous. » Ça me paraît excessivement douteux. Mais bon, il y a toute une histoire autour de ça, hein? Comme la caméra, on dit « Ah ouais, c'est une caméra louée, etc. » Et les sceptiques disent que Patterson, par exemple, n'a pas remis la caméra immédiatement. Il l'a louée comme pour une semaine, mais il a fallu que la compagnie qui avait loué la caméra, un magasin de Seattle,
lui envoie une mise en demeure pour que finalement, il décide 3 ou 4 mois plus tard de remettre la caméra. Ce qui, en soi, est conforme à la psychologie de Roger Patterson. C'est un crosseur. Donc, s'il avait pu garder la caméra, il l'aurait gardée. Oui, Mais si c'est la caméra qui te servit à monter ta fraude, tu ne veux surtout pas voir ta réputation être entachée parce que tu n'as pas voulu tourner la caméra. Ça vient soudainement de pointer le doigt sur c'est un gars crosseur et le film est peut-être une crosse. Patterson aurait immédiatement retourné le film. N'importe quel fraudeur aurait fait ça, aurait ramené le film. Pas Patterson, il décide de le garder. Si son film était une fraude, pourquoi aurait-il fait ça? Alors, la dernière hypothèse, c'est que Patterson a été victime des gens, ça, il ne faut pas l'exclure, des gens ont peut-être entendu parler que Roger Patterson était en forêt avec Bob Gimlin et il cherchait à traquer le Bigfoot. Et un groupe de joyeux lurons qui n'avaient rien à voir avec Roger Patterson et Bob Gimlin ont décidé de se payer sa tête et ils l'ont suivi et à un moment donné, alors qu'on se retrouvait dans un endroit dégagé, ben, ils ont fait leur prestation. Mais encore là, il y a le problème de l'arme. Si c'est un type qui fait une blague, tu vois un individu qui fonce sur toi avec un cheval, puis qui te sort une 303, puis il te la braque dans le front, ben écoute, t'arrêtes de... Tu te sauves en courant. Ben, c'est ça. Même le bonhomme carnaval à Québec, il a enlevé son casque. On est dans une situation qui est très particulière. Je sais que dans le cas de Roger Patterson, il y avait des pieds droits. La créature avait laissé des empreintes dans le sol qui était... c'est le lit d'une rivière asséchée, Bluff Creek. C'était le lit d'une rivière asséchée. Et la créature longeait Bluff Creek. Roger Patterson a fait des moulages du pied gauche et du pied droit de la créature. Il en a fait comme 3 du pied gauche, 4 du pied droit. Et comme on annonçait beaucoup de pluie dans les jours qui ont précédé, qui ont suivi, il avait recouvert les empreintes avec des branchages pour amener des gens voir les empreintes en question. Ça, c'est pas fait, mais bon, peu importe, il les avait recouverts, il avait fait ses moulages. Et là, ensuite, il s'est rendu à Eureka, une petite ville pas tellement loin, où il a posté les bobines de films, il les a envoyées au développement, il les a envoyées en fait à Al Diatley par avion, parce qu'il a appelé Al Diatley, son beau-frère, où il dit « Hey, j'ai filmé le Bigfoot ». Et Al Diatley lui a dit « Bon, ben écoute, tu mets les bobines dans un sac, puis une enveloppe, puis tu m'envoies ça par avion immédiatement, par courrier express, et je vais payer la facture. » C'est ce que Roger Patterson a fait. Il a pris c'était des petites bobines des bobines de 3 minutes chacune. Il y en avait une qui limitée dans le temps. Oui, c'est ça. Donc, il y avait une bobine de 3 minutes qui contenait les images. Les images durent 56 secondes. Au total, sur la pellicule, c'est 56 secondes. C'est les 56 secondes finales de la bobine. Parce qu'avant ça, dans l'idée de son documentaire sur le Bigfoot, encore là, tu vois, ça c'est assez curieux parce que dans l'idée du documentaire de son Bigfoot, il avait filmé des images, filmé un arbre, un écureuil, une moufette. Si tu as déjà prévu que tu vas filmer le Bigfoot, ben, tu te serais gardé une bobine relativement vierge. Et c'est pas ça qui s'est produit. Donc, Patterson a déjà 2 minutes d'écoulé sur sa bobine. Lorsqu'il voit le Bigfoot. Et donc, c'est pourquoi le film ne dure que 56 secondes. Après les 56 secondes, il entend le film qui tourne à vide à l'intérieur de la caméra. C'est des caméras en 8 mm. Donc, il entend la bobine qui tourne. C'est des 16 mm, pardon. Du 16 mm, il entend la bobine qui tourne. Et là, à ce moment-là, il dit à Bob Gimlin, parce que Bob Gimlin était prêt à se lancer à la poursuite du Bigfoot, carabine à la main. Et là, Patterson lui dit « Laisse tomber, j'ai plus de film. » Alors, Bob Gimlin baisse son arme, ils abandonnent parce qu'à cette époque, puis tu connais un peu le cinéma, il fallait que tu te mettes dans il y avait des poches, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, c'était des poches, tu mettais ta caméra et c'était à tâtons, dans l'obscurité totale, que tu allais enlever la bobine de film, tu devais en remettre une autre, la passer dans le mécanisme, refermer. Les chambres noires qui appelaient. Là. Donc, une chambre noire portative qui ressemblait un peu à un sac. Ça demandait de longues minutes faire ça. Donc, Roger Patterson, quand il a entendu le claquement du film 16 mm qui arrivait en bout de course, ben, il a dit « Laisse tomber, il faut que je change de film. » Et il savait à ce moment-là qu'il en aurait pour 4-5 minutes à changer le film, donc ça ne donnait rien. Et à ce moment-là, donc, il y a cette fameuse bobine, déjà largement entamée quand il tourne le film. Il l'envoie à Al Diatley. On sait que le film est développé parce qu'encore une fois, dans le documentaire, on nous dit on ne sait pas où le film a été développé. C'est pas vrai.
on a le reçu de la compagnie Kodak à Seattle qui ont développé la bobine de film. Donc, ça, encore une fois, on essaie de nous. C'est ça le problème dans le domaine du paranormal, puis je le dis à tous les niveaux. Autant les sceptiques que les croyants sont malhonnêtes. Ils ne veulent pas la vérité, ils veulent avoir raison. Et ça Ouais, me choque. ouais. On sait que le film a été envoyé à la compagnie Kodak à Ouais. Seattle pour être développé et le bon de commande a été fait par Al Diatley qui avait reçu le film de Roger Patterson. Donc, on connaît le contexte de ça. Mais il y a des zones d'ombre, j'allais dire pour les fameuses empreintes, donc il a fait des moulages. Moi, j'ai chez moi un pied gauche et un pied droit du film Patterson-Gimlin. Et à un OK. moment, il y a quelques années, puis je ne dis pas ça pour cautionner le Bigfoot, mais il faut essayer de Ouais. nombre d'informations pour se prononcer. Il y a Ouais. quelques années, disons fin des années 90, début des années 2000, je me retrouve je suis allé souper avec un type qui s'appelle Michel Divergilio. Michel Divergilio, à l'époque, était le directeur de la Société de paléontologie du Québec. OK. Et assis ensemble, on parle de dinosaures, évidemment, de fossiles. Et à un moment donné, la conversation va vers les histoires de Bigfoot et tout le reste. OK. Et OK. ce que m'explique Michel Divergilio, c'est que dans l'univers de la paléontologie, des fois, tu as des pierres où il y a des fossiles, mais les fossiles ne sont pas très apparents. Donc, ils utilisent une espèce de lumière rasante en OK. utilisant un appareil photo spectroscopique qui permet OK. de faire une espèce d'image 3D de la structure. Mhm. Donc, les courbes, les formes paraissent plus visibles. Donc, si tu connais un peu l'image, la Ouais. photographie, c'est quelque chose qui doit certainement te sonner quelque Ouais. chose. Donc, il dit, en paléontologie, pour bien faire ressortir des fossiles sur de la pierre, on va utiliser cette technique-là. OK, parfait. Et je lui lance comme ça, je dis, est-ce qu'on pourrait faire ressortir des éléments sur un moulage en plâtre? Parce que il m'était venu parce que lui, il me disait que dans certains cas, lorsque des fossiles sont sur d'énormes pierres ou des façades de ravins ou des trucs comme ça, évidemment, tu ne peux pas enlever la pierre. Donc, on fait un moulage et ce moulage-là devient une image positive du fossile et là, à ce moment-là, on prend la photographie. Alors, je lui pose cette question-là. Je dis, si jamais un moulage d'un pied de Bigfoot, est-ce qu'on pourrait faire ressortir des éléments anatomiques? Et mais absolument. Alors, je lui ai prêté le pied gauche et le pied droit du Bigfoot. Évidemment, Michel Divergilio était souriant parce qu'il s'est dit, bon, ben, on va révéler la fraude. Et un mois après, et on se donne rendez-vous, il me remet mes moulages, et là, je le vois qui est un peu déconfit, le visage. Qu'est-ce qu'il y a, mon Michel? Il me dit, écoute, il dit, je ne sais pas comment te dire ça, là, mais dans ces moulages-là, on voit une ossature de pied. Et là, je suis très étonné. Il dit, oui, il ne fait aucun doute à partir des images obtenues en utilisant cette fameuse technique qui permet de révéler des fossiles. Il est clair que ces moulages-là ont été produits par un pied articulé avec une ossature à l'intérieur. Le pied s'est posé sur le talon, il a roulé sur l'arche du pied. Au moment où le pied s'est soulevé, les orteils se sont écartés. On voit la mécanique osseuse du pied dans ces moulages-là. Mais est-ce que ça aurait pu être quelque chose de mécanique, là, justement, comme tu dis? Ben, En 1900, il faut se remettre dans le contexte. En 1960, d'abord, ce qui est intéressant, c'est de faire le parallèle. En 1967, lorsque Roger Patterson fait ce fameux moulage-là, Roger Patterson, c'est un gars qui est intelligent, mais intelligent pour frauder les gens. Là, tu sais, là. C'est pas un individu qui connaît la science et ces trucs-là. Or, en 1967, 1968, on n'utilisait pas ces techniques de photographie 3D pour faire ressortir des détails. Donc, il est peu vraisemblable que Roger Patterson ait anticipé qu'éventuellement, dans 10, 20 ou 30 ans, les gens utiliseraient une technique qui permettrait de voir l'ossature des pieds. La façon simple de le faire à l'époque, c'était de tailler un faux pied dans un morceau de bois, attacher une paire de chaussures ou des sandales, puis de marcher dans la boue puis faire des faux pieds. Hein. Mais ça prend un certain poids aussi. Là. Donc, c'est ça. Je sais pas, c'était quoi la profondeur de la. On a évalué, encore là, quand on a utilisé la granularité du sol, on est arrivé à une créature qui devait peser à peu près 600 kilos. Là, 600 kilos, c'est 700 livres, quelque chose comme ça. Là. Donc, OK, quand même. donc, on sait ça. Les moulages
Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Il nous montre la bébé. Ouais. Les moulages sont intéressants. Disons ça comme ça, entre guillemets, ils sont intéressants parce qu'ils semblent montrer des détails anatomiques qui est difficile d'imaginer que Patterson aurait pu anticiper de quelle façon Mmh. le moulage serait traité 20 ou 30 ans après le tournage du film. Autre élément fort intéressant que Roger Patterson, à moins que ce soit un génie extraordinaire, là, quand on regarde le film, il y a 2 éléments qui sont assez troublants. D'abord, les images au départ en 16 mm sont sautillantes et sont, assez granuleuses. Mais aujourd'hui, on a pu renumériser chaque image du film, hein, c'est 956 images, je pense, quelque chose comme ça. On a pu renumériser chacune des images à très, très haute définition et il y a 2 éléments qui est assez frappant sur le film Patterson. À un moment donné, lorsque la créature se tourne vers Roger Patterson, on voit sur le mollet on voit un mouvement du mollet et ce mouvement-là, il est dû à un hernie sur le mollet. Pour réaliser un truc comme ça en 1967 ou Ouais. 1968, il a fallu prendre un individu et coller poil par poil sur l'individu. Donc Ouais. ça ne peut pas être un costume. Il n'aurait pas réagi au mouvement du muscle de cette manière-là. Donc ça, c'est assez troublant. Et l'autre élément troublant, c'est que quand on regarde le gabarit de la créature, on voit qu'elle a les bras à peu près 20 plus longs que les Ah bras oui. d'un et au début, certains ont prétendu que peut-être qu'elle avait les mains ou les avant-bras, le bout des avant-bras était postiche. Donc, quelqu'un tenait comme des faux bras pour donner Ouais, l'impression ouais, qu'elle était plus. ouais. Mais sur la renumérisation des images, on voit la main de la créature qui bouge. Quand elle se tourne vers Patterson, on voit le mouvement des doigts. Ce qui montre bien que ce n'est pas des avant-bras postiches. Donc, si c'était un humain, ben, ce type-là mesurait 6 pieds 8 à peu près, puis il y aurait les mains qui descendraient presque aux chevilles. Tu comprends? Donc, il y a une anomalie là-dedans. Encore une Ouais. fois, ce n'est pas la preuve que le film Patterson est authentique, puis ça ne prouve surtout pas que le Bigfoot existe. Mmh. Mais c'est quelque chose d'agaçant. Le film Patterson, moi, j'avoue que c'est un peu comme un caillou dans ma chaussure. Hein, OK. parler OK. du Bigfoot, je peux trouver tous les éléments pour le discréditer, mais quand quelqu'un dit: «Ouais, mais le film Patterson-Gimlin», oh, là, on est un peu à court d'arguments. Le bon sens, hein, je le dis bien, le bon sens me dit: «C'est un gars dans un costume». Mais même si on admet que c'est un gars dans un costume, Tu sais que Jean Ferré l'a joué dans L'Homme de 6 millions. l'homme de 6 millions, effectivement. Et on voyait que c'était un gars dans un costume, hein. D'ailleurs, Ouais. c'est intéressant parce que beaucoup ont fait le parallèle. Ils ont dit, OK, dans un costume, qu'est-ce qu'on avait en 1967, 1968? Et si on se réfère, le cinéma, qui était pourtant le nec plus ultra, ben, ils Ouais. avaient l'Odyssée 2001, 1968, de Stanley Oui, Kubrick, oui, où on avait oui, au ouais. début du film, on voit des gens, des espèces d'hommes préhistoriques dans des costumes. Et malgré les budgets, malgré la qualité des gens qu'on a engagés, des costumiers, on voit bien que c'est des gens dans des costumes. Ouais. Comme la Passe. planète des singes. Et j'allais dire, et on a de l'autre côté la planète des singes, Ouais. qui, encore une fois, en 1968, avait mérité à son créateur le score des meilleurs trucages. Hein. Exact, Et, exact. et encore une fois, on voit que c'est assez solide, hein, les bras, les mains, on voit que ce sont des costumes. C'était le nec plus ultra de l'époque, mais le film Patterson est au-dessus de ça. Quand on regarde le mouvement de la créature, le mouvement des épaules, on est Ouais. effectivement au-dessus de ça. Ce qui avait amené éventuellement une des personnes qui avait travaillé, le créateur des effets spéciaux sur la planète des singes. À un moment donné, on l'a accusé, on dit ouais, c'était peut-être lui, le nom ne me revient pas, mais ça va sûrement me revenir. On y avait dit ah, c'est probablement lui qui a fait les trucages, etc. Ben, c'est revenu avec justement le Stanley Kubrick, l'Odyssée de l'espace avec les histoires de Sur l'homme la qui Lune. marchait sur la Lune. Là. Ouais, c'est ça. Et quand on avait été voir le type qui avait fait les trucages pour les effets spéciaux, quand on lui a dit est-ce que tu étais impliqué derrière le film Patterson-Gimlin? Parce que certains avaient évoqué cette possibilité-là. Il a répondu, il dit, un dénommé Chapman, je pense qu'il s'appelait. Il dit non seulement j'ai pas été impliqué dans cette histoire-là, mais le gars qui a fait ce costume-là, si je l'avais connu, je l'aurais engagé. Tu sais, ça nous montre à quel point lui-même avait été Ouais. surpris par la qualité de ce film-là. Donc, Intéressant, vraiment c'est intéressant. difficile de trancher. Et si on essaie d'être honnête,
C'est sûr que le bon sens nous dit que le Bigfoot, ça ne doit certainement pas exister, mais il y a cette histoire de film de Patterson-Gimlin. Puis je comprends pourquoi, quand on parle du film, quand on parle de Bigfoot, on revient Mhm. toujours avec ce film-là parce qu'il est Mhm. beau. On voit bien la créature, c'est pas quelque chose entre les arbres. On voit bien que c'est pas un ours qui marche debout. Ça ne peut être que ou bien le Bigfoot ou un gars dans un costume. OK, Mais d'accord. on essaie de torpiller le film, on essaie de le déboulonner. Il y a des petits éléments qui nous sont un peu accrocheurs. Mais évidemment, c'est un peu spéculatif, tu sais, quand je dis, «Oui, mais Patterson aurait dû payer le gars». Moi, je ne suis pas dans la peau de Patterson. J'essaie Ouais, d'agir ouais. comment moi, Christian Page, j'aurais réagi si j'avais monté une fraude. Ben, j'aurais été la première chose que j'aurais payée, c'est mes acolytes. C'est ça. Roger Patterson ne le C'est fait ça. pas. Bon, Ouais, ouais, ouais. on peut Ben, c'est spéculer. super intéressant la façon que tu l'apportes, Christian, parce que, tu sais, moi, tu sais, j'aime les affaires d'enquête, puis, tu sais, c'est une belle enquête, là. Tu sais, c'est Oui, quelque chose qui permet, là, justement, de décortiquer le mythe, puis les faits entourant cette histoire-là, là. ça me revient, le type qui a fait les effets spéciaux pour La planète des singes s'appelle John Chambers. C'est donc Chamber. John Chambers qui avait été, on l'a pointé OK, du doigt comme étant le type qui avait peut-être été derrière le film Patterson. OK. Et des gens l'avaient retrouvé, des journalistes l'avaient retrouvé. Il était dans une maison de retraite, je crois, en Floride. Et quand on lui a posé cette question-là, John Chambers les a accueillis en disant: «Vous n'êtes pas les premiers à me dire ça, à me Mhm. parler de Patterson. Je l'ai vu. Puis si c'était que de moi, ben, j'aurais engagé le gars qui a fait le saut.» Ouais, ben, je comprends. Ouais, je comprends. Donc, L'autre sujet que je voulais te oui. parler, Christian, parce que moi, j'étais bébé, là, quasiment bébé à cette époque-là, en 73, là, parce que mes parents me parlaient là, justement des espèces d'observations d'OVNI là, Mmh. qui avaient eu lieu à Montréal à cette époque-là. Et je me souviens quand on s'était rencontrés au Salon du Livre la première fois, quand je sortais mon livre sur Cédrica Provencher, on avait échangé sur les observations d'OVNI à la place Bonaventure. Ouais. Et je voulais t'entendre là-dessus parce que vu que mes parents m'en avaient parlé beaucoup à cette époque-là, je me suis dit, ben Christy, est-ce que c'était le même type d'observation que ces gens-là avaient fait à l'époque en 73 versus ce qu'on a vécu en 1990, là, je pense, à la place Bonaventure. Hein, c'est ça, des observations, des trucs dans le ciel, parce que là, c'était à Montréal, c'était à Sainte-Thérèse, à Rosemère, c'était un peu Tu partout. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tu ça? vois, le sujet des ovnis, j'allais dire malheureusement, c'est un sujet fascinant que les Mhm, amateurs d'ovnis ont torpillé. Puis je vais t'expliquer mhm, pourquoi. Encore mhm. une fois, ça revient toujours à ce processus. Est-ce que tu veux la vérité ou est-ce que tu veux avoir raison? Et malheureusement, Ouais, aujourd'hui, le discours est très polarisé. Tu as ceux qui ouais. croient que les ovnis, c'est des extraterrestres, puis de l'autre côté, ceux qui disent qu'il n'y a rien là-dedans, puis OK, Mais, OK. mais si on prend un pas de recul, puis oublions les amateurs d'ovnis, puis oublions les Ouais, sceptiques, le sujet des ovnis est un sujet fascinant pour plusieurs raisons. D'abord, les ovnis, par définition, c'est des objets volants non identifiés. non Donc, identifié, par ouais, conséquent, il effectivement. peut s'agir, d'ailleurs, si on regarde les derniers rapports, le 2023-2024 du département de la Défense, on ne nie pas l'existence des ovnis, mais on dit les ovnis sont probablement des mécanismes d'espionnage, des erreurs d'interprétation, des fraudes, donc on élimine tout ça, et le petit résidu, D'espionnage. mais le petit résidu de cas non identifiables Ouais, pourrait découler de technologies étrangères. Quand je parle étrangères, c'est ou chinoises, russes ou etc. Et le OK. Pentagone spécifie bien que rien dans ces rapports-là ne permet de croire à une technologie étrangère ou extraterrestre. On reste dans Mmh. le domaine, dans l'univers du très terrestre. Donc ça, c'est la situation avec les ovnis. Donc c'est intéressant sur le plan de la défense, sur les plans de la menace Mmh. aérienne, parce qu'il pourrait s'agir d'une forme, d'invasion ou de surveillance menée par des forces étrangères. Sur le plan sociologique, le phénomène des ovnis est à peu près unique dans le monde occidental parce que, à mon avis et du point de vue des sociologues, c'est du folklore en construction. Et il est rare qu'on soit associé ou qu'on puisse assister à la création d'un mythe folklorique. Si on regarde, hein, généralement, les mythes nous viennent de très loin et on ne comprend Mmh. pas trop les mécanismes
les mécanismes de l'époque, les mécanismes à la fois idéologiques, religieux, économiques, qui ont fait que certains mythes se sont imposés. Alors, le mythe du vampire, ben, si on recule dans l'histoire, on retrouve les origines dans l'Antiquité. C'est la même chose, par exemple, avec les géants. Hein. Quand tu lis la Bible, il y a des géants dans la Bible, ou les dragons. Ben, si on pose la question, la plupart des historiens sont d'avis que les légendes de géants et les légendes de dragons viennent probablement de la découverte d'ossements de dinosaures. Ces gens-là n'étaient pas des caves. On creusait un puits ou quelque chose, ou parfois, par exemple, des inondations révélaient des parties de sol qui étaient enterrées. Et là, on trouvait dans ces couches de terre, on trouvait des ossements. Et regarde un fémur d'un tyrannosaure, un fémur humain, ça se ressemble. Un fémur, c'est un fémur. Là, tu sais. Ces gens-là en ont vu. Ils ont vu des squelettes. Donc, soudainement, on voit un fémur qui mesure. Je n'avais pas pensé à ça, mais bon, s'il devait y avoir un temps, parce que les gens, il faut comprendre que dans l'Antiquité, le monde ne change pas. Hein? Le monde dans lequel ces gens-là vivent, il est identique à celui de leur père, de leur grand-père, de leur arrière-grand-père. Le monde ne change pas. Le monde est statique. Donc, comme ils n'ont pas connaissance, ils ne voient pas autour d'eux de géants, ben, ils vont s'imaginer des créatures fabuleuses qui devaient exister dans un autre temps, un temps ancien. Il devait y avoir des géants, il devait y avoir des dragons. Hein, ça expliquerait la découverte d'ossements à des têtes mystérieuses. Il devait y avoir des dragons. Donc, on voit l'amorce, mais quand le mythe se développe, comment s'inscrit-il dans ce mythe? Il y a des éléments qui nous sont manquants. Le cas des ovnis, il est extraordinaire parce que lui, on peut voir pas à pas comment le phénomène va évoluer. Et tu as tout à fait raison. Le phénomène des ovnis en 1973 était très différent du phénomène des ovnis en 1947 et il est très différent du phénomène des ovnis d'aujourd'hui. Par exemple, là, les premières apparitions d'ovnis, là, on est au milieu des années 40, quand les gens voient, on n'a pas encore l'idée de visiteurs extraterrestres. Ça s'est déjà parlé. Quelques journaux vont l'évoquer, mais ce n'est pas la norme, hein, ce n'est pas quelque chose qui est répandu. Puis, on sait d'où viennent ces idées-là. Hein. Les idées de visiteurs de l'espace nous ont été communiquées dès la fin du 19e siècle avec des romans comme La guerre des mondes d'H.G. Wells. C'est ça. Sur le plan scientifique, parce que la nouvelle religion, c'est la science. La science devient une religion. Et là, on voit on se réfère à ce que des scientifiques disent. Et à la fin du 19e siècle, deux scientifiques, par exemple, un Italien et un Américain, hein, un dénommé Schiaparelli, qui est l'Italien, et Percival Lowell aux États-Unis, vont dire qu'ils ont vu des canaux sur Mars. Donc, Mars est peut-être habité par des... Parce qu'à ce moment-là, on comprend pas trop... On comprend pas trop les mécanismes de la vie. On ne sait pas quelles sont les conditions qui vont faire que la vie va se développer sur une planète. Donc, on se met à imaginer que la vie doit pulluler, même sur nos voisines. Il doit y avoir de la vie sur Vénus, sur le Soleil, sur Mars, sur Jupiter. Les statistiques, les scientifiques s'étaient penchés pour dire, en fonction de la grosseur de planète, combien pourrait-il y avoir d'habitants sur Jupiter? Puis il est arrivé à 70 milliards d'individus. Donc, tu vois, on y croit à cette pluralité des mondes. Et Mars est notre voisine, bien évidemment, on a plus de chances d'être visité par notre voisin qu'être visité par le type qui vient du continent. Donc, c'est l'idée qu'on se fait. Et déjà, là, donc, dans les années 20, les années 30, avant que les phénomènes des ovnis arrivent, on voit que cette curiosité scientifique est récupérée par des auteurs de science-fiction qui vont l'introduire dans des pulp, hein, on dit des pulp magazines parce que le papier était tellement de mauvaise qualité qu'on voyait la pulpe du papier. C'est pour ça qu'on appelait ça des pulp magazines. Hein. Le magazine qu'on achetait pour 2 sous, 3 sous au magasin. Bon. Et il y avait là-dedans des auteurs de science-fiction qui ont commencé là, dans cet univers-là. On pense par exemple à Arthur C. Clarke, il a commencé dans des pulp fiction. Donc, on a une histoire où la science-fiction, ça le dit bien le mot science-fiction, on récupère le discours scientifique, souvent un peu olé-olé de l'époque, les histoires les plus abracadabrantes, les hypothèses les plus abracadabrantes, et on leur donne vie dans des aventures. Donc, on voit apparaître des héros comme Buck Rogers, par exemple, qui apparaît dans les années 20, les années 20. Buck Rogers. On voit cette culture-là qui est en pleine effervescence.
Et là arrive la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire que les Allemands allaient inventer des Wunderwaffen, hein, des armes merveilleuses et fantastiques qui allaient changer le cours de l'histoire. On a vu tomber sur Londres des V2, des fusées, et là on nous parle qu'on va aller éventuellement dans l'espace sur des fusées, le programme spatial et tout le reste. Donc, la science-fiction est en train de nous rattraper. Et là, on voit apparaître le premier récit de soucoupe volante. Elle OK. elles se font dans un contexte historique dans un premier temps. La peur en 1947-1948, la peur des Américains, parce que c'est souvent les Américains qui sont au centre de ces observations-là, même si on dit les ovnis sont Mhm. un phénomène international, c'est vrai, Mhm. mais Mhm. les États-Unis qui sont toujours un peu dans le collimateur. Et les premières observations, on nous parle surtout, on sent dans le témoignage la menace des Russes. C'est pas les extraterrestres qui font peur aux Américains, c'est les Russes, c'est l'invasion russe. Ouais, 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 ouais. Peu de gens savent, par exemple, que le premier intérêt des autorités américaines pour la question des ovnis en 1947, c'était pas parce qu'on disait qu'on voyait des extraterrestres. En 1947, les premiers récits de soucoupe volante, d'ailleurs, le mot soucoupe volante est un mot qui a été déformé, hein. La première observation, le pilote, celui qui a rapporté ça, c'est un pilote qui s'appelle Kenneth Arnold. On est le 24 juin 1947 et il voit donc des lumières au-dessus du mont Rainier dans l'État de Washington. Et il Ouais. a confié le lendemain à un journaliste, lorsqu'il parle de ces objets, il dit: «Ça ressemblait à des boomerangs, hein, qui se déplaçaient très, très vite, mais il y avait comme une forme de croissant ou de boomerang». Et quand le journaliste lui demande: «Est-ce que ça volait comme un avion conventionnel?» Ouais. Kenneth Arnold répond: «Non, ça se déplaçait comme une soucoupe que l'on aurait fait ricocher sur de l'eau». Curieuse figure de style, on aurait préféré j'ai ajouté plutôt choisi une pierre ou quelque chose comme ça, mais non, Arnold dit: «C'est comme une soucoupe qui ricoche sur l'eau». Le lendemain, le journaliste publie son article disant: «Le pilote a vu des soucoupes volantes». Mais non, Kenneth Arnold avait utilisé l'expression soucoupe pour décrire le mouvement des objets, pas Ouais. leur forme. Il décrivait les objets comme étant une forme. Or, quand ce récit-là trouve écho dans la presse, les autorités américaines, hein, éventuellement, ça remonte jusqu'au département de la Défense, qui n'existe pas encore à l'époque, hein, c'est le ministère des Armées. Ça remonte jusqu'en haut lieu et on se dit: «Tiens, c'est curieux». Juste à la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, les nazis étaient en train de développer un super chasseur propulsé, qui s'appelait, réaction, un chasseur propulsé à réaction, qui s'appelait le Horton HO 229 et qui avait OK. la forme d'une aile volante, hein, comme une espèce de boomerang. Et la raison pourquoi le Horton HO 229 n'est pas devenu une arme, parce que si on l'avait construit, ça aurait été une arme qui aurait pu changer, en tout cas, la durée de la guerre, ça c'est certain. La raison est l'erreur d'ingénieur. En fait, quand on est arrivé avec l'avion lui-même, puis on est venu pour mettre le moteur à l'intérieur, on s'est aperçu que le moteur excédait de 3 centimètres la cage dans laquelle le moteur devait se placer. Donc, OK. il y a quelques modifications sur le moteur pour le remettre. Ça a dû faire un peu, ça a dû choquer un peu Göring, hein, qui était le chef Ouais. de la Luftwaffe. Bref, le temps qu'on fasse ces modifications, l'issue de la guerre était jouée à ce moment-là. Mais le Horton HO-129 est un avion qui ressemblait à un boomerang volant. Or, on sait qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le savoir allemand a été partagé entre les Américains et les Russes, hein, lorsque l'Allemagne a capitulé. Les Américains ont d'ailleurs exfiltré les scientifiques allemands et les ont ramenés aux États-Unis. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Wernher von Braun, celui qui va créer la Mhm. fameuse fusée Saturne V, qui va permettre au programme Apollo d'envoyer des hommes sur la Lune. Donc, on récupère ce savoir allemand-là, à la fois chez les Américains et chez les Russes. Quand les premiers récits commencent à circuler aux États-Unis et qu'on parle d'engins en forme de boomerang, la première pensée du département de la Défense, c'est de se dire: «Est-ce que les Russes n'auraient pas récupéré des ingénieurs de la Luftwaffe allemande et ils ne seraient pas en train de construire une version 2.0 du fameux Horton HO 229?» Et comme juste aux côtés de l'Alaska, il ne faut pas se le cacher, les Russes ne sont pas très loin, et les premières observations d'OVNI touchent la côte ouest américaine, hein, c'est l'État de Washington qui est frappé le premier par ces observations. Mhm. Mhm. Mhm.
n'aurait pas développé un tel appareil et n'aurait pas survolé la partie nord-ouest des États-Unis. Et si c'est le cas, il faut le savoir. Est-ce que les Russes ont un pas d'avance? Est-ce qu'ils ont repris le concept de la chose de 129? Ce qui va motiver les militaires à s'intéresser à ces observations d'OVNI. Très rapidement, on va écarter cette idée-là. C'est clair que les Russes n'ont pas récupéré le Horton HO-229, donc ce n'est pas cet appareil-là qui est en cause dans notre histoire. Donc là, on va essayer de trouver qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est une arme subversive? Est-ce que c'est une arme psychologique? Est-ce que quelqu'un répand la rumeur des soucoupes volantes? Bon, on a tout ça. Et là, on voit dans ces premiers récits, et même au Québec, on en a, parce que ça se fait assez rapidement. Dès les premiers comptes rendus dans la presse américaine, on voit des comptes rendus qui apparaissent dans la presse canadienne, presse québécoise. Et quand il y a des observations de pilotes, c'est jamais des personnages exotiques. C'est toujours soit un homme avec un chapeau qui parle dans une langue étrangère. Ça suggère peut-être des Italiens, des fascistes du régime de Mussolini, ou peut-être ils parlaient le russe, mais c'est toujours des gens normaux, avec des costumes, des combinaisons d'ouvriers, mais des gens normaux qui semblent parler un langage différent. Il n'y a pas de créatures bizarres avec de grands yeux. Ça n'existe pas. Et pourtant, on a plein de récits de gens qui sont là. Puis on parle ici au Québec, une dame dans les années 40, un journaliste, qu'elle était sur une plage, une soucoupe volante s'est posée, un bonhomme est sorti, habillé avec un complet, pas un complet veston, un trench coat et un chapeau mou sur le visage. Il fumait une cigarette. Il a demandé du feu. Puis il a donné du feu, il a remonté dans sa soucoupe, puis il est parti. Là, tu vois, ce sont des récits qui sont fantastiques. C'est fabuleux de voir ça, de voir comment le mythe et comment il se crée. Et là, on voit apparaître dans les récits des années 60, en fait, les premiers atterrissages massifs, parce que c'est beau, les soucoupes volantes nous surveillent, mais à un moment donné, il va bien falloir qu'elles se posent. Et même si on a quelques récits d'atterrissage dans les années 40, début des années 50, il faut vraiment attendre une grosse vague d'observation d'OVNI. Et quand on dit vague, c'est intéressant à analyser sur le plan médiatique. On voit que c'est un effet d'entraînement. Quelqu'un voit quelque chose, on l'aura fait 1000 fois depuis. Ce n'est pas un secret. Il y a une chose que j'ai remarqué, justement, Christian, c'est la façon qu'on écrivait les textes, la composition des textes par les journalistes à cette époque-là, qui était un peu biaisée. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais c'est une écriture carrément différente avec aujourd'hui. Absolument, absolument. Le journaliste essayait de donner vie à son récit. Puis il ne faut jamais oublier que la presse, ce sont des milieux qui sont en compétition. Les journalistes disent oui, mais c'est un journaliste. Le journaliste de la presse est en compétition avec le journaliste du Journal de Montréal. On veut vendre plus de papier. On veut vendre plus de journaux. Peut-être qu'un journaliste qui est croyant et qui croit à ça, on ne peut jamais exclure. Son texte, il va être un peu biaisé. Là. Absolument. Donc, ces gens-là racontent ça. Et là, on voit progressivement, les années 50, on voit arriver les premières vagues d'observations massives qu'on appelle par vague. Et là, on comprend aujourd'hui, les journalistes, les sociologues comprennent bien que si demain matin, je publie à la une du Journal de Montréal que j'ai vu un bonhomme avec des antennes, tu peux être sûr que dans les prochains jours, il y a 100 personnes qui vont écrire au journal pour dire qu'ils ont vu le bonhomme avec des antennes. C'est un phénomène. C'est l'effet d'entraînement. OK, mais c'est peut-être pour ça que ce qu'on parlait en 73, des gens qui avaient vu des humanoïdes. Tu as tout à fait raison. En 1973, c'est une des grandes vagues d'observation. Donc, il y a eu 1954 en France, 1956 aux États-Unis. Et puis, dans les vagues d'apparition de créatures, on a 1973, fin 1972, début 1973, avec un point culminant à l'automne 73, des observations d'OVNI avec des créatures. À ce moment-là, le récit des enlèvements commence à circuler. On n'en a pas beaucoup, mais on en a quelques-uns. Et un de ceux-là est notamment en octobre 73 à Pascagoula, au Mississippi. On a 2 pêcheurs qui pêchent et là, ils voient arriver un objet, les portes s'ouvrent, ils voient des créatures qui ressemblent à des momies dont les pieds sont les jambes sont soudées ensemble. Elles ont des bras avec comme des espèces de pinces de homard et à la place des yeux, du nez, comme des espèces de glaçons. On voit que l'image du petit gris grands yeux n'est pas encore complètement assise. Elle commence à circuler. Quand je te dis, c'est du folklore
se met en place. On le voit se peaufiner. Il y a des éléments, hein, c'est comme si on essayait toutes sortes de recettes et certaines recettes fonctionnent mieux que d'autres. Et là, on les récupère et elles forment peu à peu le corps de notre mythe. Donc, en 66, Wow! on est encore dans ces récits un peu tout à fait éclectiques de créatures. Hein. Ils ressemblent à des bonhommes avec des pinces de homard. En Amérique du Sud, ce sont des petites créatures souvent violentes et velues. Hein. En Europe, ce sont des personnages qui ressemblent un peu à des robots qui sont observés. Donc, Ouais, on ouais. ici qui commence peu à peu à prendre forme. Et là, il y a des éléments, on le voit, ce sont des éléments moteurs. Intéressant, Le vraiment. récit de l'enlèvement, il apparaît, en fait, il n'existe pas vraiment avant 1966. Pourquoi 1966? Ben, il y avait eu quelques incidents rapportés. L'un d'entre eux, il est vraiment extraordinaire. Ça se passe au Brésil, où on est en octobre, ou il me semble que c'est ça, le 16 octobre 1958, je crois. Il y a un type qui est un agriculteur qui s'appelle Antonio Villaboas, qui est en train de faire ses terres de nuit, hein, pour éviter la chaleur du jour. Et là, il dit qu'il y a une machine qui se pose, des bonhommes qui sortent. Hein. Encore une fois, ils sont assez amusants, nos bonhommes, parce qu'ils sont vêtus d'une combinaison brune avec un casque et une visière à l'avant. Ce qui ressemble un peu aux vêtements des plongeurs sous-marines. Tu sais, un peu... mais avec les espèces de cordons. D'ailleurs, ces personnages qui l'attaquent, hein, ont comme sur le dos une espèce de les fameuses bonbonnes qui venaient juste d'être inventées par le commandant Cousteau avec des défendeurs. Et donc, ces créatures-là se jettent sur lui, le prennent et l'amènent dans un vaisseau spatial. Et là, une fois qu'il est dans le vaisseau spatial, il dit on me met nu, on me pousse dans une pièce. Et là, il y a une femme qui rentre dans la pièce. Elle est nue aussi. Elle a les cheveux rouges un peu. Quand je dis les cheveux, tu as compris que tout le système pileux est rouge de même. C'était à l'époque où il n'y avait pas le rasage intégral, il faut croire. Et la créature, elle est très jolie. Là. Lui, excite. Et là, en fait, il va l'honorer, hein, disons ça comme ça. Et 2 fois, hein, il est vraiment très excité de ce bonhomme. Il va l'honorer 2 fois. Et après ça, les créatures le prennent, puis le jettent dans le champ. Puis bon, merci, la soucoupe part, et merci, bonsoir. Ce qui est amusant de ces récits-là, il arrive à la fin des années 50. C'est pas vraiment le type d'enlèvement. C'est un enlèvement, mais un enlèvement presque volontaire. Hein, tu comprends? On ne le force pas à avoir une relation sexuelle avec la créature. Il y va de lui-même. Hein, alors que dans les récits plus tardifs, hein, les gens sont victimes de l'enlèvement. Tandis que lui, c'est un bon Brésilien, je vais honorer. Hein, on n'est pas à Copacabana, mais c'est proche. Récit-là. Lorsqu'il apparaît dans la littérature sur les ovnis, bon, d'abord, on a un premier problème, hein, parce que le récit vient d'Amérique du Sud, donc on en parle beaucoup dans une littérature spécialisée, mais soit en espagnol, soit en portugais, hein, qui est la langue officielle du Brésil. Il va falloir attendre quelque temps avant que le récit soit traduit en anglais et commence à circuler dans une littérature anglophone. Mais le récit, il est un petit peu scabreux, hein, quand même, le gars, la créature. Donc, on n'ose pas trop en parler. Puis, quelque part, il y a une espèce de... On se dit, bah, tu sais, c'est presque un viol, ou tu sais, le type... Bon, il y a comme quelque chose un peu là-dedans. Et on est quand même dans une culture des années 50, on est quand même assez... On ne parlera pas de ça. Et ce récit-là ne percole pas aux États-Unis. Hein. Il n'y a pas personne... Les amateurs d'OVNI n'ont entendu parler, mais on ne le prend pas vraiment au sérieux. Et le premier véritable récit qui va s'imposer, hein, c'est celui de Betty et de Barney Hill. Donc, c'est un couple qui revient de Montréal. Ils ont entendu parler qu'il y avait des vents forts et des tempêtes qui allaient frapper la côte est américaine. Eux habitent la région de Boston. En fait, ils habitent Portsmouth au New Hampshire, qui est à 1h30 au nord de Boston. Là, ils ont peur que ces vents-là violents aient des dommages sur leur maison. Alors, comme ils sont à Montréal, ils ont passé d'abord par les chutes du Niagara. Ils sont venus à Montréal. À Montréal, c'est assez amusant parce qu'ils diront, ils auraient probablement changé d'avis depuis, mais ils diront plus tard, on n'est pas resté longtemps à Montréal parce que tout le monde parle français et on ne comprenait pas ce qu'ils nous disaient. Aujourd'hui, ils se sentiraient très à l'aise à Montréal.
Donc, ils reprennent leur auto. À l'époque, l'autoroute 10 n'existe pas. Je ne me rappelle pas le nom de la route. Je pense que c'était la route rurale 4 ou quelque chose comme ça qui allait jusque OK. dans la région de Sherbrooke. Et là, ensuite, ils ont tourné. Ils sont allés rejoindre la Nationale 3 aux États-Unis. Ah Et ouais. là, donc, ce soir-là, cette nuit-là, alors qu'ils voyagent sur la Nationale 3, il y a un incident, qualifions-le simplement de bizarre. Ils voient des lumières dans le ciel et qu'ils vont prendre pour un ovni. Ils vont s'arrêter à quelques reprises le long de la route, ils vont l'observer. Barney Hill, il y a des éléments qui sont importants. Il faut savoir que c'est un couple interracial. Lui est noir, elle est blanche. 1961, c'est très mal vu, et surtout dans des communautés blanches de la côte est Ouais. américaine, qui est excessivement ségrégationniste. Donc, on a un couple interracial, donc toujours une pression. Lui, il est toujours très anxieux. Partout où il va, on le voit dans son récit, il va au restaurant, est-ce qu'on va me servir? C'est difficile de penser à ça aujourd'hui, hein, mais dans les années Ouais. 60, les Ah, ah ouais. dans les restaurants, ils ne pouvaient pas aller aux toilettes, il y avait une ségrégation qui était difficile. Donc, on le sent, là, il a une grande période de stress, il traverse la frontière, il se pose la question, est-ce qu'on va me laisser rentrer aux États-Unis? Est-ce que mes amis vont me laisser rentrer? Une fois qu'il a traversé la frontière, même s'il avait un passeport américain, hein, c'est un Américain, Ouais, il ouais. y a toujours cette problématique-là. Est-ce qu'on s'arrête dans un restaurant? Est-ce qu'on va me servir? Est-ce que bon? Et là, durant ce voyage, parce que c'est étonnant de voir comment les amateurs d'OVNI ont tendance à prendre des événements et les sortir de leur contexte socio-culturel. Et là, tu Ouais. peux dire n'importe quoi, n'importe. Barney Hill, ce soir-là, il est très, très anxieux. Il traverse les États-Unis, il rentre chez lui, il y a l'idée de ce vent-là qui pourrait endommager leur maison. Ils sont venus au Canada, il y a cette peur-là de traverser la frontière. Il transporte, rien pour te montrer, hein, il transporte dans sa voiture, sous la roue de secours, un pistolet de calibre 32 pour se défendre au cas où il serait agressé. Ouais, ouais, D'ailleurs, OK. dans son enfance, il a grandi à Philadelphie et dans son enfance, il a été agressé à plusieurs fois par des communautés de Blancs. Ah, Peut-être OK. pas du Ku Klux Klan, là, tu sais, il ne faut quand même pas l'oublier, là. Donc, il arrive, il traverse la frontière et là, ils vont observer des lumières assez étranges dans le ciel. Betty, Mhm. elle, qui est une femme blanche, hein, une caucasienne, elle est complètement dénuée de tout, de toute préoccupation à ce niveau-là, hein. Elle voit ça et elle croit aux soucoupes volantes, hein, il faut le dire. Sa sœur a vu 1 an ou 2 plus tôt des ovnis, ils en ont parlé au téléphone, elle croit à ça. Donc alors qu'elle observe les fameuses lumières en question, Barney Hill, donc le mari, essaie de lui dire: «Ben non, c'est un avion, c'est des chasseurs et cetera». Il essaie de trouver une explication, de rationaliser ce qu'il voit. Elle, elle dit: «Non, non, c'est une soucoupe volante, c'est des extraterrestres, ils nous rendent visite, puis salut», puis elle lui envoie la main, puis bon. OK. Tu vois un peu le principe. Et là, ils vont arriver chez eux éventuellement, ils vont constater, pas immédiatement, mais il y a quelque chose qui s'est passé d'assez bizarre, dont ils ne semblent pas garder beaucoup de souvenirs. Il y a comme un moment durant le trajet, comme si ils s'étaient endormis au volant, disons ça comme ça. Et au moment où ils arrivent chez eux, ils constatent, par exemple, Barney Hill voit que le dessus de ses chaussures sont abîmés. Il va dire plus tard aussi qu'il y avait des endroits sur la voiture où il y avait comme des ronds qui ressemblaient à des pièces de monnaie qui avaient été comme plus polies. Mais bon, malheureusement, il n'y a pas de photographies qui seront prises de ça. Mais le récit va s'imposer de lui-même parce que, écoute, on pourrait faire une série rien que sur cette histoire-là. Parce qu'elle est tellement de son époque, hein. À l'époque, le couple en question sont pas particulièrement intéressés par les ovnis. Betty y croit, Barney pas du tout. Mais à partir de cet événement-là, de ces lumières qu'ils ont observées dans le ciel, ils en parlent autour d'eux et éventuellement, quelqu'un va leur faire remarquer, ils vont dire: «Oui, mais un peu plus tôt dans votre histoire, vous dites que vous vous êtes arrêtés dans un restaurant, que vous avez quitté le restaurant, il était, 10 h, 10 h 30. Vous aviez estimé que vous deviez arriver à Portsmouth aux alentours de 3h30 du matin. Or, vous êtes arrivé à 5h, presque 6h. Donc, vous êtes arrivé 2 heures, 2 heures et demie plus tard que prévu. Qu'est-ce que vous avez fait durant ces 2 heures? Et ouais. Obsédé par cette idée-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié? Et éventuellement, ils vont développer des troubles du comportement.
Elle devient très irascible, lui se met à boire, développe un ulcère d'estomac, et éventuellement, en 1964, décembre 64, pour la première fois, ils vont aller rencontrer un neuropsychiatre de Boston. Ils ont eu des consultations avec des médecins généralistes qui leur ont conseillé d'aller voir un psychologue, un psychiatre. Donc, en décembre 1964, ils vont rencontrer un neuropsychiatre de Boston, le docteur Benjamin Simon, qui va les plonger en état d'hypnose, une technique qui était assez répandue en psychothérapie à l'époque et qui lui avait permis à cette époque-là de soulager des gens qui avaient traversé la guerre de Corée ou la Deuxième Guerre mondiale, qui avaient été troublés par ça. L'hypnothérapie était un bon moyen, ça fonctionnait bien. Donc, il prend les îles séparément et les amène à raconter la raison de leurs troubles. Et sous hypnose, ils vont raconter séparément qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres, amenés dans un vaisseau spatial, ils ont subi des tests, etc. Et donc, à partir de là, leur récit semble un peu se confirmer l'un et l'autre, puisque ces témoignages-là sont faits indépendamment l'un de l'autre. Il faut savoir que Benjamin Simon, le médecin, n'a jamais à l'enlèvement extraterrestre. Jamais. Pour lui, c'est clair que ce que les Hill racontent, c'est de la fabulation et parce qu'il faut savoir qu'entre le moment où il voit ces lumières dans le ciel, on est en septembre 1961, et le moment où ils vont consulter le neuropsychiatre, on est en décembre 1964. Durant les 3 années qui se sont écoulées, ils ont lu tous les livres qui existaient sur les films, toutes les émissions de télé, ils ont tout passé au crime. Ils sont devenus des obsédés de la soucoupe volante. Or, quand il raconte l'histoire sous hypnose, pour le docteur Simon, qui connaît bien l'hypnose et ses limites, parce que les amateurs devenus ont l'impression que l'hypnose, c'est sans limite. Ça, non. Sous hypnose, tu te mets à fabuler. Et pour le docteur Simons, il fabule. Il raconte une histoire qu'il croit être la vérité, mais il fabule. Et cette histoire-là, ils l'ont composée eux-mêmes durant les 3 années qui se sont écoulées. Ils voyaient un film, ils s'en parlaient. Betty disait, moi, j'ai comme le souvenir qu'il devait y avoir une rampe. Hein. Ils ont vu ça dans un film, il devait y avoir une rampe. Peu à peu, à force de discuter entre eux, ils se sont créés un scénario qui les rend possibles. Et c'est l'histoire qu'il raconte sous hypnose. Et à plus forte raison, on a même un transcript. En 1962, Betty Hill a fait une série de rêves dans lesquels elle a rêvé qu'elle était enlevée par des extraterrestres. Et elle l'a écrit en détail, ces rêves. Et elle en a parlé à Barney. Et éventuellement, ils vont avouer au docteur Simon que le contenu du rêve de Betty, qui contient tout, là, il y a tout le récit de l'enlèvement là-dedans, ces rêves sont devenus l'objet de focalisation de Betty. Elle en parlait tous les jours, elle échangeait avec Barney, elle parlait de ses rêves, même Barney devenait un peu agacé, laisse tomber, les rêves, c'est pas Ils en ont tellement parlé que Barney a créé ce qu'on appelle un phénomène d'osmose. Il a pris le rêve de Betty, il l'a assimilé, et sous hypnose, il récite mot à mot le récit écrit par Betty Hill. Et elle, Betty, évidemment, elle raconte le récit qu'elle a écrit. Les amateurs d'OVNI aiment bien croire que le récit du rêve était le véritable enlèvement. Si tu parles à quelqu'un qui connaît bien les rêves, les véritables scientifiques vont dire que le rêve n'est pas le prolongement de la mémoire. Le rêve, c'est l'invention onirique d'événements et de sentiments. En fait, il traduit davantage des sentiments qu'une réalité officielle. Mais bon, les amateurs pensent là-dessus. Les scientifiques ont tort. Les scientifiques ont toujours tort. Mais bref, le récit des Hill, pourquoi il est très important? Il est publié en 1966, d'abord dans une série d'articles, en deux articles parus dans le Life Magazine, et c'est en 65, donc qui connaît un énorme succès. Et l'année suivante, l'auteur des 2 articles, un type qui s'appelle John J. Fuller, va écrire un livre qui s'intitule The Interrupted Journey, et dans lequel il raconte en détail le récit des Hill. Il dit, d'entrée de jeu, il a quand même eu l'honnêteté de mettre une introduction signée par le docteur, le neuropsychiatre de Boston, le docteur Benjamin Simon, qui dit noir sur blanc, je suis le médecin des Hill, je les ai mis sous hypnose et je ne crois pas un seul mot de ce qu'ils racontent comme étant la vérité. Je crois que ce qu'ils racontent est une fabulation. Mais souvent, comme les gens font, on oublie les 3 pages d'introduction, puis on lit le reste du livre, et le reste du livre, Simon, par exemple, l'histoire,
Il dit qu'il ne prend pas position, mais quand on lit entre les lignes, on voit que John J. Fuller y croit à cette histoire d'enlèvement extraterrestre. Et cette histoire-là, elle est encore une fois du folklore qui se met en place. Lorsque le récit de Betty Hill est raconté dans ce livre très populaire, un des livres d'ailleurs les plus populaires de toute l'histoire des ovnis, Le Voyage interrompu, il est lu par des milliers de gens. C'est une grande époque, les années 60, c'est l'âge d'or un peu de la soucoupe volanterie. Donc les gens lisent ça. Et là, on se dit, wow, ils ont été enlevés par des extraterrestres. Et peu à peu, dans le récit des Hills, on voit apparaître l'hypnose, comme le mécanisme qui sert à chercher. On voit dans le récit des Hills les 2 heures manquantes qui n'existent pas, parce que si tu refais le trajet, tu t'aperçois que Barney Hill était beaucoup trop optimiste sur le temps qu'il mettrait à se rendre à Portsmouth. Et Betty Hill, de ses propres aveux, dit on s'est arrêté 5, 6, 7 fois le long de la route, 5 minutes peut-être, à regarder l'objet. Tu sais, si c'est au lieu de 5 fois, mais en 7, au lieu de t'arrêter 5 minutes, mais en 8, ben là, finalement, tu viens de brûler 1 heure uniquement en t'arrêtant le long de la route. C'est ça. Le fait que Barney était trop optimiste, finalement, il n'y a pas d'heures manquantes. Les 2 heures manquantes n'existent pas. Mais tu vois, dans des récits d'enlèvement, tu vois apparaître du temps manquant qui nous vient directement de l'histoire Hill, temps manquant qui n'existe pas dans l'histoire des Hills. Et le récit des Hills, il est très intéressant aussi parce que Betty, elle dit des extraterrestres, elle parle dans son récit qu'elle a écrit, elle dit « Moi, je parle avec le chef des extraterrestres ». Barney, qui lui n'a pas fait le rêve, c'est important, c'est des petits détails comme ça où on voit, ça devrait pourtant nous aiguiller. Barney n'a pas fait le rêve. Quand Benjamin Simon, sous hypnose, lui demande comment il parle, de quelle langue il parle, Barney dit « Je ne sais pas ». En fait, il parlait une langue que je ne comprenais pas. Il parlait comme des abeilles qui bourdonnent, comme n'importe quoi. Il ne sait pas ce qu'il dit. Betty, Betty qui a fait le rêve, elle a toutes les réponses. Quand Benjamin Simon lui pose la même question, il dit ah oui, quelle langue parle-t-il? Elle dit il parle anglais. Comment ça, il parle anglais? Elle dit, en fait, il parlait une autre langue. Je ne sais pas c'était quoi. Mais quand il me parlait, moi, là, par télépathie, je comprenais tout ce qu'il me disait. Donc, on voit ici la notion de la communication télépathique qu'on retrouve dans les fameux récits extraterrestres. Les extraterrestres parlent toujours par télépathie parce que sur leur langue, ils n'ont pas appris le français ni l'anglais. Donc, elle raconte ça. Il me parlait, puis il parlait sans accent, évidemment, c'est dans sa tête. Puis là, il raconte Puis en fait, ce qu'il raconte est absolument aberrant et complètement ridicule, mais c'est pas grave. On a cet élément-là qui se met en place. Et Betty Hill décrit les créatures. Ça, c'est très intéressant. Il dit, il était assez petit. Elle n'est pas très grande. Elle mesure, je l'ai rencontrée à quelques reprises. Puis écoute, je ne suis pas très grand moi-même. Je mesure 5 pieds 5, puis elle m'arrivait aux épaules. Donc, on met un 5 pieds, là. Elle est toute petite. Elle dit, les extraterrestres étaient plus grands que moi, mais plus petits que Barney. Barney était quand même un solide gaillard là, qui devait faire un 5 pieds 10, 5 pieds 11. Donc, il était entre les deux. Elle les décrit elle dit, ils ont des yeux, c'est amusant parce qu'au début, c'est des grands yeux, mais plus le récit va se raconter au fil du temps, il devient de plus en plus bridé, les yeux. Or, et Barney Hill, évidemment, reprend un peu ce récit-là. Et c'était intéressant de savoir qu'une semaine avant que Barney Hill soit placé sous hypnose et qu'il raconte son enlèvement par des extraterrestres, comme je l'ai mentionné, les Hill étaient des férus de science-fiction. Ils écoutaient toutes les émissions, tout ce qui se faisait sur la science-fiction. À l'époque, on est en décembre 64, au moment où ils vont être mis sous hypnose pour la première fois. Ben, crois-le ou non, une semaine avant la mise sous hypnose, il y a eu une émission à la télé qui s'appelait The Other Limits. En français, c'était Au-delà du réel. Et il y a un épisode qui s'appelle The Balero Shield, qui met en vedette c'est Martin Landau. Et dans ce film-là, The Balero Shield, il y a une créature extraterrestre qui se manifeste, qui apparaît, il est comme téléporté, et il a des yeux tirés. Exactement. Ils vont faire sous hypnose. En fait, ce qu'ils dessinent, ce n'est pas les extraterrestres qui les ont enlevés. Ils dessinent l'extraterrestre qu'ils ont vu dans le film, dans l'île. Il y a des éléments qui sont faits, mais on voit que le folklore se met en place. Là, je vois que le temps s'effile, c'est tellement un sujet fascinant de voir les se transforment. La mécanique tôle et boulons devient de la mécanique tout à fait extraordinaire et fabuleuse. Là, on n'est plus dans la mécanique tôle et boulons des années 60. On est plus dans
quelque chose de structuré, de fantastique, un peu comme The Abyss, hein, ces fameuses créatures là, sous Ouais, terre, ouais, ouais, dans ouais, la ouais, mer, là, qui vivaient dans ouais, une espèce de base ou de vaisseau ouais, spatial. ouais. Tu sais, The Abyss de James Cameron, là. ouais, on est Ouais. presque dans des machines biologiques, hein. On n'est plus c'est Wow. plus la machine mécanique, c'est la machine biologique. Mais on voit que notre science-fiction a suivi également cette altération-là. Mais Christian, il faut que je te mentionne ça. Puis, aïe, aïe, j'ai appris vraiment ça, là, l'évolution du Toujours en personnage. parallèle avec notre science-fiction, toujours en Mais parallèle. oui, c'est ça. Puis, garde, moi, là, tu sais, La Guerre des mondes, là, tu l'as vu, le film Ouais, de 1953, puis là, il le repassait, puis il le repassait, puis il le repassait. Moi, je suis né dans les années 70, et puis il le repassait encore. Et je me souviens d'une scène où la femme était dans sa cuisine, puis on voit une porte derrière où ce qu'on voit la créature qui passe. ouais, Puis elle était comme, ça ressemblait comme une pieuvre, là. ouais. Cette scène-là m'a traumatisé. Et on voit encore dans ce Mais c'était pas le petit bonhomme, justement, qu'on non, décrit, là, non, on est avec les yeux bridés, tu sais, exact. Et d'ailleurs, c'est amusant que tu fasses ce parallèle-là parce que dans le film de 1953, La Guerre des mondes, les créatures ressemblent à des espèces de poches avec des bras, ouais, avec des ventouses, c'est là. ça, Ils c'est ont ça, c'est les ça. yeux, en fait, c'est comme trois, Ouais, trois 3 éléments plus ou moins ouais, lumineux qui ressemblent à l'œil, hein. Ils ont comme ouais, une espèce de bras tentaculaire, ils peuvent faire ouais, de la ouais. surveillance, puis ce bras tentaculaire-là ressemble un peu à leur visage. Or, tu regardes le remake de La Guerre des mondes qui a été fait il y a quelques années avec, En 2005, je pense, Spielberg, Spielberg, avec, Tom Tom Cruise. Cruise. Mm. Mais quand tu les vois, les créatures, remarque, ce qui est c'est ingénieux, elles ont seulement comme 3 bras, hein. Oui, Leur oui. tête ressemble au petit gris. Ils ont des yeux étirés, un nez, une bouche. Et Je voilà. crois qu'on a calqué davantage sur une espèce de culture populaire, alors qu'en 1953, cette culture-là n'existe pas encore. Tu sais? Mhm. Il y a tellement d'éléments, là, on pourrait reprendre de tous les éléments que l'on retrouve dans le phénomène des ovnis et les C'est décanter au fur et à mesure capoté. où C'est l'évolution capoté. de notre Mm. science évolue, notre concept des visiteurs extraterrestres. Je peux même t'associer des éléments très précis à certains ouvrages marquants ou de personnages marquants. Par exemple, la vision définitive du petit gris tel qu'on l'imagine, on la doit à un auteur qui s'appelle Whitley Strieber. Whitley Strieber a écrit un roman, un livre témoignage, disons ça comme ça, dans les années 80, qui s'intitulait Communion, dans lequel il raconte ses propres expériences avec les extraterrestres. La page couverture de Communion, et c'est ça le génie, c'est la créature, le fameux petit gris visage émacié avec des grands yeux. De voir ce visage-là à la une de tous les livres, tu rentrais dans les dépanneurs, le livre avait été réimprimé en format de poche, on le retrouvait partout sur les présentoirs. Ça a été un immense succès. Ça a été l'élément définitif qui est venu sceller là, l'image qu'on se fait du petit gris. Aujourd'hui, Wow! les gens racontent des rencontres avec des extraterrestres. Ils nous parlent de ces extraterrestres, mais ils nous décrivent l'extraterrestre de Whitley Strieber. C'est lui, Whitley Strieber, qui est le père de cette créature au visage émacié. C'est fabuleux de voir cette évolution-là. Et c'est pour ça que je dis Fait que que c'est un le cinéma, la télé, tout ça, ça s'imbrique, là, je veux dire, tout. dans On est c'est les meilleures courroies les meilleures courroies de capoté. transmission qui nous donner une information qui alimente notre désir de croire dans du fabuleux. L'imaginaire, puis Qui vient peupler notre imaginaire. Et c'est pour ça que moi, le sujet des ovnis, il me fascine. Il me fascine non pas parce je que comprends donc. débattre avec on nommera pas de nom, mais on les comprend, là. Ouais, Voilà, c'est ça. extraterrestres. Non, Des ça idées à m'intéresse arrêter, là, puis ça m'intéresse pas. Mais ouais. c'est vrai que c'est un sujet fascinant parce que c'est la première fois que, de manière occidentale, on peut voir se mettre en place un folklore, une culture. Et cette culture-là, on voit les éléments qui l'influencent. La presse, la télévision, la radio, les romans, tout influence notre façon de cultiver et d'entretenir ce paysage de Et tu sais que l'extraterrestre. ça vient me toucher personnellement parce que là, tu parles à un gars de cinéma. Ouais. Donc, Fait que donc de voir cette évolution-là, écoute, je suis tellement content de t'avoir parlé aujourd'hui de ça parce que, écoute, là, ça. C'est Wow! c'est Vraiment, c'est là, pour c'est pour ça que moi, tu sais, le sujet des ovnis, je le dis malheureusement, je suis un peu obligé de m'en détourner sur la place publique parce que je comprends. Non, je comprends. je n'ai plus la santé
Ouais, je comprends. Les gens n'ont pas envie de ce que je t'ai parlé là aujourd'hui, les gens n'ont pas envie d'entendre parler de ça. C'est pas ça qu'ils veulent entendre. C'est on est visité par Mhm. des extraterrestres, on n'est pas visité par des extraterrestres. Ils n'ont pas envie Ouais, d'entendre ouais, parler ouais, de ouais. Ça, c'est et pour tranché. pour beaucoup de gens, les gens n'aiment pas beaucoup de gens, je ne sais pas, est-ce que c'est la pandémie? Je sais que j'ai tendance à me répéter, puis je te l'ai peut-être dit, mais beaucoup de gens n'aiment pas le discours scientifique, hein. Beaucoup de gens, là, on dirait que la science est devenue comme l'ennemi de nos Oui, oui, croyances, oui. Ben, l'ennemi qui nous c'est juste empêche le gros bon sens, là, ouais, aussi. l'ennemi qui nous empêche de rêver. Donc la Ouais. science C'est devient ça. nos ennemis. C'est Donc ça. il ne faut pas écouter le discours des scientifiques qui ne savent pas de quoi ils parlent C'est ça. et malheureusement, Mais tu fais bien d'en parler, Christine. moi je suis ren tu sais, j'ai plus la santé pour me battre avec ces Je débats-là, comprends, tu je sais. comprends, je Bon, comprends. si un X ou Y a envie de me traiter comme du poisson pourri, puis de me lancer tout faites-le, écoute. Mmh. Mais et ça n'empêche pas que sur le plan personnel, Moi, ça je me lis fascine, là. Moi, je suis ben, fasciné. pour les mêmes raisons que toi, je suis fasciné par ce Ça me sujet-là. fascine. Je Mmh. regarde un peu toute la culture autour des ovnis, puis là, hop, il y a une nouvelle patente. Là, je le sais, là, on va se quitter là-dessus, mais regarde, il y a pour te montrer à quel point on est influencé par cette culture. Je te prends un événement récent. En 2017, le Washington Post publie un premier article qui va relancer l'intérêt sur les ovnis, hein. L'intérêt, disons l'intérêt médiatique, puis l'intérêt gouvernemental sur les ovnis est un peu de côté, en particulier aux États-Unis, où on avait un peu fermé le dossier en 1969 avec la fin du projet Blue Book. On s'était dit: «Il n'y a rien là-dedans». Mmh Les mh. gens imaginent des choses, bon, on ferme ça. Et puis en 2017, le Washington Post publie un article en disant le New York Times, excuse-moi, le New York Times publie un article en disant ah, le gouvernement américain n'a pas complètement délaissé la question des ovnis, il s'y est intéressé un peu par la bande, a investi des sous, pas grand-chose, hein. Il a investi comme quelque part entre 2008 et 2012, là, grosso modo, il aurait investi 20 millions de dollars. C'est quand on sait que le budget du département de la Défense, c'est 700 milliards, hein, je dis bien milliards de dollars par année. Mmh, Ben, mmh, 20 mmh. millions sur 5 ans, c'est de la menue monnaie au fond d'une poche, là. Mais on a quand même investi ces sous-là pour enquêter sur quelques histoires d'ovnis. Et dans ces récits-là, regarde bien comment que c'est intéressant. Dans ces récits-là, on a un témoignage qui va devenir un témoignage phare de cette réapparition de l'OVNI. Et ce témoignage fort est celui d'un type qui s'appelle David Fravor. David Fravor vient raconter qu'en 2004, lors de manœuvres militaires au large de San Diego, on avait plusieurs Ouais. porte-avions, des avions, et lui est un pilote de chasse. Je crois qu'à l'époque, c'était sur un F-18. Il dit à un moment donné, alors qu'on est en manœuvre, on nous apprend on a observé ou on a rapporté la présence d'aéronefs inconnus. Donc, il dit, moi et mon compagnon, hein, parce qu'ils sont deux avions à ce moment-là, l'autre est piloté par une certaine Dietrich, une femme, d'ailleurs, une femme capitaine de l'armée, qui c'est assez rare. Il dit donc, Mmh mh. on est délégué pour aller voir ces objets. Et là, il dit: «Au moment où j'arrive avec mon avion», il dit et là, c'est bien important de retenir que ce témoignage-là, il est raconté en 2017, mais c'est un événement qui s'est produit en 2004, hein, donc 15 ans plus tôt, là, 12 ans plus tôt. Il dit: «Donc là, j'arrive avec mon avion et là, je vois au-dessus de l'eau un objet qui ressemble à un bonbon, là, une pastille Tic Tac, là». Tu vois Ouais, un je peu me le rappelle de cette vidéo-là. Je me rappelle. Tic-tac, je plonge, vers cet objet-là. Ouais. Dietrich, elle le voit, mais du coin de l'œil. Son témoignage, d'ailleurs, est un OK. peu différent de celui de David Fravor. OK, OK, Mais OK. retenons celui de David Fravor, puisque lui, il est aux premières loges. Il dit donc, je m'approche et je vois cet objet, cette espèce de cylindre blanc qui est au-dessus de la mer. Il dit, en dessous de cet objet-là, je vois de l'eau qui est brouillée, comme s'il y avait un objet sous l'eau, un sous-marin ou quelque chose comme ça. Il dit, comme j'amorce ma descente vers l'objet, il dit, l'objet fait une manœuvre, il remonte dans le ciel très rapidement et s'éloigne à très grande vitesse. OK. L'observation a duré quelques secondes, hein, je veux dire, à peu près une trentaine de secondes, entre 30 secondes et une minute. Dietrich, elle, dit l'avoir vu peut-être 10 secondes. Mais néanmoins, sa description, l'objet ressemble à une pastille tic-tac blanc, etc. C'est amusant parce qu'avant le témoignage de David Fravor, avant 2017, avant qu'il le raconte, pas son observation, avant qu'il le raconte,
il n'y avait à peu près aucune observation d'OVNI de forme tic-tac. Pourtant, s'il avait observé l'OVNI en 2000, mettons là, qu'on est visité par des extraterrestres, puis qu'en 2004, les extraterrestres avaient le nouveau modèle tic-tac. Ouais. Entre 2004 et 2017, on aurait dû voir plein d'ovnis de type tic-tac. C'est sûr, c'est sûr. À peu près aucun. Mais après que David Fravor ait raconté son histoire en 2017, on a vu se multiplier les observations d'ovnis tic-tac. En fait, aujourd'hui, l'ovni tic-tac, c'est la nouvelle forme d'ovni qu'on observe. Et Wow. 2017. On oublie que cette observation-là, originalement, a été faite en 2004. Or, qu'est-ce qui s'est passé? En 2004, les extraterrestres ont testé l'OVNI Tic-Tac, ils l'ont mis au hangar, puis ont attendu que le New York Times en parle avant de leur sortir. C'est ça. Et qu'est-ce que l'on voit ici? Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Bien, ça nous dit qu'on est influencé par la culture populaire. David Fravor raconte son histoire. On voit sur tous les réseaux son témoignage. On voit un petit vidéo en noir et blanc qui était tourné, pas par lui, mais par un autre chasseur dans les jours qui ont suivi cette observation. Et tout le monde parle de l'OVNI Tic-Tac. On voit des dessins et peu à peu, les gens sortent à l'extérieur, voient des OVNI Tic-Tac. Okay. Mais on devrait en voir depuis 2004, puisque les OVNI Tic-Tac sont arrivés en 2004. Ouais, je comprends. Les ovnis tic-tac n'arrivent pas à partir de l'observation originale de David Fravor. Les ovnis tic-tac arrivent après la publication de l'observation de David Fravor. Et ça, c'est un élément qui montre bien à quel point influencé par la culture. Hey, Christian, il faut que je te laisse aller. Oui, absolument. Ça passe à la vitesse de l'éclair. C'est incroyable. Moi aussi, c'est des sujets qui passionnent. Je ne vois pas le temps passer. Non, on ne voit pas le temps passer, mais regarde, on a quasiment 1h20 de fait. Mais juste terminer rapidement là-dessus. Toi, là, selon les observations de 73-90, il y aurait peut-être une certaine similitude, d'après toi, là, vite, rapidement? Non, pas du tout. On est vraiment là. On est ailleurs. On est complètement ailleurs. Les ovnis de 1970 ne ressemblent pas aux ovnis des années 2000, 2024. OK. Bon, ça, c'est important. Christian, aussi, tu m'as appris que tu vas sortir un nouveau livre cet automne. Oui. Tu es une vraie machine à écrire, toi. Ouais. On dit ça, oui. Les tueurs de l'occulte 2, dont la sortie. Oui, c'est ça, parce que je voulais te parler, mais on n'aura pas le temps, mais il y avait 2 sujets, là, justement, mais on aura l'occasion d'en parler, de toute façon. Oui, c'est ça. C'était sur attends une minute, je n'ai pas mes notes. Je voulais me parler notamment du monstre de Florence, donc des crimes qui sont produits entre la fin des années 60 et le milieu des années 80. Donc, une longue période de 25 ans pour lesquels on n'a jamais attrapé un tueur très précis. On a arrêté plusieurs individus qu'on a soupçonnés d'être impliqués dans les meurtres de Florence. Florence, c'est en Italie, il faut le savoir, on est à peu près au centre de l'Italie, qui est connue surtout comme étant une capitale des arts. Dès qu'on pense à Florence, on pense aux arts. Et effectivement, donc à partir de la fin des années 60 jusqu'au milieu des années 80, il y a eu 8 doubles meurtres suivis de mutilations post-mortem. Et les Italiens, ça on pourra en reparler, mais les Italiens aiment beaucoup l'occulte. Les crimes occultes, c'est quelque chose. Les Italiens aiment beaucoup l'idée que, puis on le revoit un peu avec les États-Unis, notamment dans le parti républicain. Les républicains aiment croire que le pouvoir central, et principalement les démocrates, sont noyautés de l'intérieur par une sorte d'arcane diabolique, des satanistes, pédophiles, mangeurs de bébés. On aime cette vision-là. Ben, en Italie aussi, on a ça. Souvent, des crimes qui ont très peu d'éléments à caractère occulte deviennent soudainement pour la presse des crimes occultes. Il suffit, par exemple, il y a un crime qui est commis, on entre chez quelqu'un, on voit qu'il y a un album DC dans sa discographie. Ils vont faire des crimes occultes. Les Italiens aiment croire à cette idée que quelque part en Italie, il existe une organisation tentaculaire. Mais la religion était présente aussi là-bas. Absolument. Ils sont très croyants. On a besoin de ce diable, on a besoin d'incarniser. Diaboliser les choses. Puis, voilà. Donc, on a une vision. Le bien et le mal. On a le bien qui, lui, a pignon sur rue, qui est le Vatican, et on a quelque part le diable qui se cache. Il se cache et qui représente une élite. Et dans le cas des crimes du monstre de Florence, il est possible qu'il y ait une dynamique occulte. Mais la véritable dynamique occulte,
est plutôt celle que les services de police, les carabinieri, hein, et les services publics ont voulu donner à ces crimes-là davantage que des éléments vraiment concrets. Ouais, c'est fou. C'est fou. Et, Écoute, c'est vraiment fascinant. C'est un ouais, rendez-vous que j'ai avec toi, là. Ça me passionne. Puis surtout quand on parle aussi de la culture, la grande influence de la ouais. culture, là, c'est assez incroyable. Fait que, à surveiller, le livre de Christian là, qui va sortir cet automne, c'est une autre version des crimes occultes. Là. Parce que Ouais, en t'en as fait, en fait, j'ai déjà publié il y a quelques années, là, c'était en ouais, 2019-2020, Les tueurs de l'occulte. Et là, c'est ça. ben, et j'avais évidemment énormément de matériel, puisque j'avais Ouais, d'ailleurs fait plusieurs exact. saisons de séries documentaires sur les crimes occultes. Donc, j'avais Ouais. accumulé énormément de matériel, parce qu'il faut savoir que quand on regarde la série des tueurs de crimes occultes et surnaturels, qui a été diffusée à Canal D, et ensuite reprise sur des médias comme Netflix, Ouais. c'est moi qui ai fait 100% des entrevues et des recherches sur le terrain. Ouais, Quand on c'est parle de fascinant. ces crimes-là, je suis allé sur place, j'ai rencontré les policiers, les familles, etc. Donc, au fil du temps, tu accumules énormément de dossiers et j'en ai fait une sélection de plusieurs, peut-être, je pense, c'est 13, c'est ça, le chiffre magique était 13, parce qu'on voulait rester dans le nombre, tu sais, 13, c'est symbolique, c'est le mauvais nombre. Donc, on avait choisi 13 histoires, mais tu sais, j'aurais pu écrire 50 histoires, tu sais. Donc, j'en ai fait 13 là. Et là, j'ai décidé d'en présenter 13 nouvelles, et parmi lesquelles, d'ailleurs, il y avait le tueur, le monstre de Florence, et d'autres qu'on a appelés les crimes de Fall River, qui n'ont rien à voir, parce que quand on pense à Fall River, évidemment, la première idée qui nous vient en tête, c'est Lizzie Borden, un crime célèbre de 1894, qui est un peu le Jack l'Éventreur américain, énigme policière. Lizzie Borden a-t-elle tué ses parents ou non à coups de hache? Hein, et on a fait des films, des séries autour de ça. Et comme on n'a jamais... L'enquêteur en moi, le cinéaste en moi, ça vient vraiment me chercher là, quand tu parles de tous ces sujets-là, parce que je veux vraiment qu'on en parle des crimes occultes, puis surtout, peut-être aussi d'un point de vue assez québécois, là, parce que je pense qu'il y a... Oui, absolument, absolument. Donc, écoute, on se redonne... J'aimerais te parler d'un autre sujet, moi, qui me passionne, parce que, bon, tu sais que j'aime beaucoup l'histoire, mais les avions et les bateaux disparus. Ça, je veux t'entendre parce qu'il y a tellement, écoute, j'ai tellement de questionnements par rapport à ça. Puis parce que là, je sais qu'il y a l'équipe qui a trouvé le Titanic en 1985 de Dr. Ballard qui part à la recherche de l'avion de Amelia Earhart. Et voilà. Déjà, d'ailleurs, il y avait eu une première tentative qui avait été faite il y a 3 ans, où les gens s'étaient rendus à l'île de Nikumaroro, qui est la candidate première pour dire. Parce que là, il y a eu une espèce de confusion, attendons, là, mais l'an dernier, parce que depuis quelques années, l'idée cible, c'était l'île de Nikumaroro, qui se trouve là, dans l'archipel des Kiribati. Et on s'est dit, ben, c'est une île qui, à l'époque, était déserte. Et c'était un choix logique. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'était un choix logique. Si j'étais à bord d'un avion, j'étais perdu à la recherche de l'île Howland où Amelia Earhart devait se poser. Il faut se rappeler qu'on est dans la journée du 2 juillet 1937 et elle essaie de faire le tour du monde avec son avion, un Lockheed L-10. Et le point, c'est une petite île, hein, c'est entre Lae, entre la Nouvelle-Guinée, il y a de Lae où elle décolle, il y a l'île Howland, puis après, c'est les îles Hawaï. Elle ne peut pas faire Nouvelle-Guinée-Hawaï d'un seul coup d'aile. Elle doit se ravitailler en route. Mais pour se ravitailler, c'est l'océan Pacifique, là, il n'y a rien. Là. Il y a quelques atolls qui sont inhabités. Donc, on avait installé sur l'île Howland, qui appartenait aux Américains, on avait décidé d'installer des réservoirs pour alimenter des bateaux qui tournaient autour, et on avait aménagé une piste d'atterrissage. Entendons-nous, c'était très, très modeste, c'était une piste de terre, mais l'appareil devait se poser, on devait ravitailler Amelia Earhart et elle devait repartir à destination d'Hawaï. Ce qui allait compléter d'ailleurs son tour du monde. Si elle atteignait Hawaï, elle avait complété son tour du monde. Et durant cette envolée, quelque chose a cloché, puis l'avion a disparu. Et on se dit, si je m'étais trouvé, moi, à bord d'un avion, on le sait dans les dernières communications radio, elle mentionne, hein, elle est captée, hein, les bateaux qui sont autour de l'île de Howland la captent.
Mais au moment de son décollage, quand on regarde les films d'époque, on voit qu'au moment de décoller de la haie, elle a brisé l'antenne courte distance qui était en dessous des avions. Donc, l'antenne de transmission. Donc, elle ne pouvait plus transmettre. C'est-à-dire, elle pouvait transmettre, mais elle ne pouvait pas recevoir. Donc, les gens l'entendent sur les bateaux, on l'entend, on dit oui, Amelia Earhart, on vous entend, on essaie de la guider, mais elle n'entend rien. Et elle tente de communiquer. Et là, dans ses derniers messages, elle dit bon, ben, Itasca, là, c'était le nom du bateau qui était le bateau principal qui mouillait dans les eaux autour de Howland. Elle dit Itasca, je ne vous reçois pas, je commence à m'inquiéter, mes réserves d'essence, de carburant commencent à diminuer. Et là, à ce moment-là, on se dit si moi j'étais à bord de son appareil, j'étais dans la même situation qu'elle. Elle avait deux choix, tourner au nord, mais si elle tournait au nord, c'était les îles Hawaï, elle savait qu'elle ne pouvait pas y rejoindre. Mais si je tournais au sud, plus au sud, j'avais un archipel qui s'appelait à l'époque l'archipel des îles Phoenix, qui aujourd'hui fait partie des îles Kiribati. Et si je tournais au sud, j'avais tout un paquet de petits atolls, même s'ils étaient inhabités, c'était des atolls, c'était de la terre. Donc, je pouvais essayer d'amérir aux côtés d'un des atolls, espérer me rendre jusque sur l'île en attendant éventuellement des secours. Elle savait qu'éventuellement des secours allaient venir. Et le choix premier serait été ce petit atoll de l'île de Nikumaroro. Donc, depuis quelques années, on cherche autour de Nikumaroro la possibilité que Amelia Earhart se soit écrasée là. Et il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, Ballard et des équipes, un groupe qui s'appelle TIGAR, qui est un groupe de recherche sur les avions historiques, se sont joints ensemble pour mener une opération autour de l'île de Nikumaroro. Tu l'as mentionné, Robert Ballard, c'est le type qui a découvert le Titanic, mais qui a également découvert le Bismarck, l'insubmersible Bismarck des Allemands. Donc, Ballard et l'équipe de la Woodhull Oceanographic Institution se sont réunis pour essayer de retrouver l'avion d'Amelia Earhart. Ils n'ont pas obtenu de résultats. Et puis l'an dernier, dans un tout autre endroit de l'océan Pacifique, qui est gardé secret pour l'instant, il y a une autre équipe de chasseurs de trésors qui disent avoir détecté au fond de la mer avec des magnétomètres la présence d'un appareil dont les lignes, d'ailleurs, ça m'a un peu surpris parce que quand j'ai vu le scan qu'ils ont publié, on voit que c'est un appareil avec un double aileron de queue. Or, ça, c'est très caractéristique de l'avion d'Amelia Earhart, un fameux Lockheed L-10. Et on se dit, c'est quand même curieux que l'appareil, moi, ce qui m'a frappé, si cet appareil-là est au fond de la mer depuis 90 ans, qu'il soit en aussi bon état qu'il apparaît. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que même si elle a fait une chute au niveau de l'impact. Ce serait probablement brisé à l'impact. Mais néanmoins, attendons, ces gens-là n'ont pas voulu donner d'informations sur l'endroit où se trouve l'appareil. Ils vont y retourner cette année. Ils vont descendre des caméras pour essayer d'aller filmer l'épave. À ce moment-là, on pourra déterminer s'il s'agit bel et bien de l'avion d'Amelia Earhart. Mais comme tu dis, entre-temps, on sait que Robert Ballard et l'équipe de Tiger ont annoncé qu'ils allaient reprendre une nouvelle recherche autour de l'île de Nikumaroro. Sujet tout à fait fascinant, tu as tout à fait raison. Hey, écoute, Christian, je pensais que ça allait être court aujourd'hui, mais non. Quand les sujets sont fascinants, c'est ça. Oui, vraiment, là, puis on a vraiment un bel échange là-dessus. Là, puis, écoute, je te remercie infiniment. Puis j'ai hâte qu'on se reparle. De tout ça. Fait un gros merci, Christian. Ça fait plaisir quand tu veux. Tu m'envoies une invitation, puis on essaie d'organiser ça. Ça marche. Salut. Bonne journée. Bye bye.